Ah oui? Oui. Ah bon? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ok. Elle aime bien chanter. T'improvises ou tu chantes sur des choses... En fait, pour l'instant, je sais que j'aime chanter. J'adore chanter. Tu chantes toute seule en yaourt ou... Oui, et j'ai une bonne oreille en fait, donc. Ok. On peut chanter ensemble? Ouais. Ok, on y va. On chante quoi? Oh, je sais rien. Faut que tu remontes ton micro un peu. Il est un peu trop loin. Gendeyo, montez ton micro. Montez ton micro. Voulez-vous chanter ensemble? Oh. Le réel, la vérité. Où es-tu? Là-haut, je suis caché dans les nuages. Là-haut, m'entends-tu? Chanson fait la joue, son nom sur un pont qui lentement au-delà, presque comme un chat. Oui, oui. Bienvenue dans le podcast Vibration. On parle des vibrations, donc des chants aussi, hein, avec Nina et Sandra. On est chez toi, Bonjour. Sandra, dans ton atelier. Oui, C'est ça bonjour. Oui, bienvenue à mon atelier. Voilà, Aussi, avenue Spinoza, à Ivry-sur-Seine. à Ivry-sur-Seine. Il fait très beau. Il fait très beau, on est sur le balcon. On ne peut pas tellement décrire, mais il y a plein de toiles partout. Il y a plein de choses accrochées au mur. Et De couleurs, de formes. voilà, on va commencer par un petit chant méditatif, non, je sais pas, un chant de mise en route. On se rencontre là pour la première Ouais, fois. bah oui. C'est une façon de se rencontrer aussi. Ça, je pourrais ne pas m'arrêter. Hein. Moi Ouais, aussi, chanter. j'adore. Et mais on n'est pas limité par le temps, hein. On peut parler autant qu'on veut, c'est l'intérêt des podcasts. Je vais juste faire une petite intro. Après, je ne sais pas si vous avez envie de vous présenter ou on parlera au fil de l'eau.
c'est l'idée de ce podcast qui est un peu hors série. On va parler de qu'est-ce que le réel. C'est une idée qui est venue en discutant dans un des derniers épisodes. J'ai fait fin août avec une fille qui s'appelle Margot. Et on est tombé sur cette question tous les deux. Alors, qu'est-ce que le réel ? Et Margot m'a dit, mais oh là là, c'est une question qui m'a hanté toute ma jeunesse. Et je lui ai dit, moi aussi, on en parlera plus tard. Et on n'en a pas parlé à la fin du podcast, évidemment. Et c'est bien donc maintenant qu'on va essayer d'aborder cette question un peu sans réponse. Et en tout cas, vraiment, merci d'être là. Je me sens un peu comme un espèce de héros avec un drapeau qui dit, allez, abordons cette question magique. Qu'est-ce que le réel ? Qu'est-ce que la réalité ? Donc toutes les deux, vous êtes des artistes. Et donc on va l'aborder. Moi, je trouve que c'est intéressant de l'aborder. Mon intro elle est un peu longue, mais c'est pas grave. Après, je vous laisse parler. Je me disais, ce réel, c'est pas une question forcément ni philosophique, ni scientifique. Il faut l'aborder avec des artistes qui, à mon avis, questionnent beaucoup, travaillent beaucoup avec ce réel. En tout cas, c'est mon impression. Et donc j'avais envie de commencer à vous poser la question. Vous, c'est un mot qui vous résonne en vous Ouais. Est-ce que ça résonne, Pimpon ? Voilà. C'est la synchronicité, ça, de Pimpon. Est-ce que ça résonne en vous ? Comment vous le sentez ? C'est réel ? Enfin, c'est une question très ouverte. Comment vous le voyez ? Est-ce que ça a une couleur, une forme ? Est-ce que ça a un son ? Est-ce que à quoi ça peut ressembler, de façon générale ? Tu veux une bonnette pour le vent ou pas ? Non, ça va. Non. Après, on peut couper. Hein. Oui, mais avec le non, il est bien. Il arrive. Ah oui, c'est bien ça. Excuse. À toi l'honneur. Ah non. À moi ? Oui. Ah. Je vais me présenter. Ouais. Oula, ça se complique là pour moi. Faire des phrases courtes, dire des choses simples. Je suis donc française et allemande, franco-allemande, d'une mère allemande qui est venue s'installer en France à ses 25 ans. Et j'ai grandi en France. Voilà. Et je me suis engagée dans l'art. J'ai fait une école, tout ça. Mais c'est une famille d'artistes, on va dire. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vers la... Je suis peintre. Je suis aussi performeuse en tant que peintre en collaboration avec le spectacle vivant. J'ai glissé aussi un petit peu sur la performance, qui en fait revenir un petit peu à des choses peut-être que j'espère faire depuis très longtemps, en fait, où la voix est très présente, où l'écriture, donc peut-être la performance en peignant. C'est-à-dire que bon, j'ai appris plein de choses et je m'engage toujours un petit peu. Et là, j'essaie de calmer le jeu en ce moment, de simplifier. Voilà, j'essaie de... Voilà. T'aimes bien explorer ? Oui. T'es curieuse ? Oui. Et je m'intéresse énormément à ce que font les autres. Et actuellement, j'essaie d'occuper l'atelier que j'ai et de me concentrer essentiellement sur ma démarche, malgré l'actualité cuisante et toutes les difficultés dont je suis informée quotidiennement. Et j'essaie d'aller bien. Et c'est mon travail d'aller bien et d'aller bien, oui, et de faire résonner des choses qui aident. Qui t'aident ? Qui peuvent aider. Le fait d'être dans une énergie, une vibration, de pouvoir, même dans mes œuvres, c'est un cahier des charges que j'ai eu, parce que mes premiers projets, c'était en oncologie pédiatrique. C'était un accompagnement
de personnes qui luttaient contre la maladie. Mhm. Et c'est vrai que ça m'est resté. C'est-à-dire que j'ai Les premiers une- projets, quand tu t'es lancé après ton école ouais, à peu près, ouais, je sais. il y avait les annonces et Ouais. j'ai traversé la rue, je suis allée des Arts Déco rue d'Ulm Ouais. à Institut Curie. Et ben là, effectivement, depuis en fait, j'exorcise mes démons pour moi et puis dans mon travail, j'ai un peu du mal à mettre en avant mes stigmates. C'est vraiment je ne sais pas si c'est bien ou mal, c'est que voilà, c'est là où j'œuvre, c'est d'être dans la proposition du plus ou du. Enfin, je ne sais pas faire autrement. Voilà. Enfin, j'essaie d'être dans l'énergie, m'adresser à quelqu'un qui a besoin d'échapper au réel. D'accord. Alors merci, hein, l'exercice de se présenter, c'est très beau en fait à écouter. Hein. Ouais. C'est très difficile à faire, je pense. Moi, je ne sais pas si je serais capable vraiment. Et ce fameux réel, tu as terminé par comment tu le perçois. Et c'est quoi ce mot? C'est quoi cette vibration? Déjà, je trouve que le mot est très beau. Ouais. Et moi, la première pensée, quand je pense au réel, je pense à Pasolini. Je pense au cinéma, en fait. Je pense à ce qui a eu lieu au moment où j'allais naître. Voilà. Ah oui, Pasolini, c'est fin des années 60. Ouais, c'est vrai que je pense à Courbet aussi, au scandale de Courbet. Je pense à cette manière qu'on a pu essayer de tenter de montrer, de moins être dans le fantasme et d'essayer d'atteindre. Bon, c'est vrai que la photo a tout bouleversé, évidemment. Ça a tout changé. Tu me parlais un petit peu de la photo. Ouais, c'est ça que l'apparition de la photo. Ouais, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'approprie. Bon, le langage a été une façon aussi de prendre possession du réel. Mais après, pour toi, moi... juste pour toi, ouais, simplement, je sais, il évoque quelque chose de négatif, de dur, de chaud, inaccessible. Je pense que je ne suis pas très honnête, parce que moi, mon réel... L'harmonie ou la disharmonie? Non, moi, je me suis arrangée, j'ai trouvé mes combines pour que le réel... j'ai mon réel. C'est vrai qu'il y a j'institue finalement un réel, mais bon, c'est ce que font la plupart des gens, je pense. Oui, je pense aussi. Hein. Ouais. Au minimum, par un espèce de biais de voir ce qui nous intéresse, ou en tout cas la perception, elle est assez évidente que la perception est super importante. Dans le réel, ça dépend de notre perception. Donc ça, est-ce qu'il change ou pas? En fait, il aurait tendance par moments à n'être qu'un moyen de réfléchir sur l'existence, en fait. C'est un mot qui permet de s'interroger. Bon, c'est vrai qu'on est reliés les uns aux autres, peut-être par quelque chose qui nous dépasse. Et il y a le réel, je ne sais pas. Ouais. Nina. Nina, toi, le réel, tu arrives à le décrire un peu? C'est presque impossible à décrire le réel. Rapproche un peu juste ton micro, qu'il soit plus proche de ta bouche. Voilà, comme ça. Comme ça? Ouais, parfait, nickel. Bonjour. Bonjour, Nina. Bonjour. Le réel, je pense que ça peut être différentes choses. Là, j'ai l'impression que c'est quand je sors de ma tête et que je suis présente. Ouais. J'ai l'impression d'être dans le réel, mais peut-être que ce qui est dans ma tête, c'est aussi réel. Ouais. Donc c'est compliqué. Oui, quand je crée, j'ai l'impression de créer une sorte de deuxième réalité où les formes d'objets deviennent plats, où il y a des formes assez absurdes qui viennent se créer.
C'est une deuxième réalité ou ça se substitue à la réalité? C'est une deuxième lecture ou c'est... Oui, pour moi, j'ai l'impression que c'est une deuxième réalité. Enfin, comme si c'était la mienne. Ouais. Mais Et oui, parce que c'est un peu la deuxième question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les artistes ils déconstruisent ou ils construisent une réalité, ou c'est ou finalement ou c'est juste mon opinion? Ah, je pense à on peut parler de la photo, hein. Voilà, je suis pas là pour le micro. On peut parler de la photo, mais évidemment la peinture, le cinéma, qu'est-ce quelque part c'est une fausse réalité qui devient réelle. Enfin, j'ai pas fait vraiment de... Il n'y a rien de très intellectuel derrière ce que je dis, mais quelque part, c'est une illusion, tout ça. Une illusion qui devient vraie, et puis on joue avec les faux semblants, les illusions d'optique. Un bouquin, il est parfois plus réel que la vie. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses... Bon, j'ai rien préparé dessus, hein, j'ai pas de référence à vous donner. Ce que j'entends dans l'expression que tu... de déconstruire le réel, j'adore cette expression. Et elle correspond à mon adolescence. En fait, c'est comme une grosse crise d'ado où d'un seul coup, là j'ai envie d'exister et tout m'étouffe. C'est cette vision-là que j'ai, moi, de la déconstruction d'un cadre. Voilà, la déconstruction. Après, en tant qu'artiste, il y a eu tellement de retours de balancier dans un sens puis dans l'autre. Moi, j'aime bien la voie du centre. J'avais un chemin souterrain un petit peu discret. Et c'est vrai qu'il y a eu des grosses tables rases, il y a eu des grosses remises en cause. C'est vrai que aujourd'hui, il y a des révolutions technologiques aussi. Donc, il y a une... moi, à mon niveau, dans mon cheminement, je sais que j'ai pas une connaissance de l'histoire de l'art ou de l'art contemporain très, très poussée. Et c'est à mon échelle quoi, que j'essaie de m'affranchir de certains carcans, quoi, de certaines idées que j'ai. Je garde le même support. J'adore le papier parce qu'il boit, mais je me dis, mais Sandra, ça te bloque, ce support-là, il est ringard. Et en fait, je me dis, après tout, dans 50 ans, de toute façon, on y reviendra, donc ne te bile pas. Donc, de vouloir déconstruire en moi quelque chose que je croyais, parce que c'est plus adapté à maintenant. Disons qu'il y a une évolution perpétuelle. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des transformations, puis il y a des fondamentaux, quoi. Il y a une reliance, il y a des choses auxquelles on ne peut pas déroger, même si on déconstruit. Il y a des tentatives de déconstruire assez grandes. On déconstruit des choses, mais on en garde toujours un peu. C'est ça que tu veux dire, c'est qu'il y a des fondamentaux, mais parfois ils sont déconstruits, mais il y en a d'autres qui sont des fondamentaux qui restent. Parce que si tu dis à un artiste qu'il y a un fondamental, il va forcément essayer de le déconstruire. Oui. Il y a un côté un peu... ce qui n'a pas été fait, il faut essayer de le faire. La transmission ou la tradition ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui mérite parfois d'être préservé aussi. Enfin, je veux dire, on aime bien le patrimoine de l'UNESCO, je ne sais pas. Enfin, on va avoir du respect pour un certain nombre d'éléments qui sont notre histoire, notre chemin de différentes civilisations. Et on peut s'opposer effectivement à des tutelles ou à des dictates. Et c'est vrai qu'il y a eu des dictates de gens qui, au départ, voulaient s'affranchir. Donc, ouais. Je ne peux pas te donner d'exemple. Je suis très nulle pour... je ne sais pas citer d'exemple. Mais moi, ce qui m'a frappée, c'est que je vois certains artistes des années 40 qui font des choses que des artistes font aujourd'hui. Donc, ils étaient en avance. Ils avaient une sensibilité et il y a une synchronicité entre Artaud et la psychanalyse. Il a été à la même époque que Freud. Donc à ce moment-là, il y a le réel, c'est aussi peut-être de s'apercevoir qu'on est des contemporains, le mot qui maintenant est un peu
un peu trop estampillé art contemporain, mais on est du même moment en fait, d'être du moment présent en fait. On se croise là et bon, ça y est, je sais pas si... Non, c'est bon. Si je rebondis sur le réel et le moment présent, contemporain en tout cas, et l'interaction avec des contemporains. Peut-être quelque chose que tu veux dire par rapport à ça, Nina? Je suis en train de penser aux jeux vidéo et à toutes ces personnes qui aussi vivent complètement dans le jeu, Ouais. dans l'ordinateur. Et c'est presque plus réel ce qu'ils vivent comme émotion dans le jeu. Comme s'il y avait énormément d'enjeux par rapport à leur vie. Et ils sont plus présents presque, c'est ça que tu veux dire un peu, ils sont présents dans leur émotion, hyper investis, dans focus, toi, sur quelque chose. Oui. Pas juste je plane, je suis déconnecté un peu d'une réalité. Oui. Et dernièrement, j'avais l'impression que... j'essayais de penser que chaque jour, c'était aussi comme un jeu vidéo, en fait. Ouais. Ah, d'accord. Récemment, hein. Oui. Oui, on fait des choix, il faut juste jouer, en fait. Chaque jour, c'est comme un jeu. Ouais. Oui. Et du coup, chaque jour, tu peux remettre un jeton et c'est ça. Bah et le vivre intensément, comme si c'était juste un... Tu peux y aller à fond, ouais. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire et c'est fou, en fait. Ouais. Comment une action en déclenche une autre. Et je crois que la première fois que j'ai eu cette pensée, c'était quand je voyais Ronald, mon grand-père, qui... Bonjour Ronald. Bonjour Ronald. Qui conduisait la voiture. Et pour moi, c'était comme un jeu vidéo, vraiment. Et je lui disais, mais t'as pas l'impression d'être dans Mario Kart ou je sais pas, dans un truc de... Il disait non. Il est plutôt sérieux. Oui, il est plutôt pragmatique. Et moi, je me disais, mais waouh, mais quand je conduirais, j'aurais vraiment cette sensation. Et justement, cet été, on a loué une voiture avec des amis. Et c'était vraiment à partir de ce moment-là que j'ai eu la sensation que tout était possible. C'est... bon. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Le réel, le présent. Et effectivement, ça me fait penser, là tu parles des jeux vidéo, mais sur Instagram, ça s'appelle un réel en fait, hein, quand on fait on fait une vidéo. Ça fait un peu rire, mais est-ce que c'est réel ? Et peut-être oui en fait. Hein. Toi tu travailles un peu sur les nouveaux médias. Oui. Hein ? Le réel est apparu parce que je crois que c'était du direct, le réel au départ. Ça s'est appelé réel. Peut-être au début. Non, je me suis posé la question, mais je ne suis pas sûre justement. Et j'ai cru qu'au départ c'était né de ça et je ne crois pas. Je crois que c'est né de TikTok le faisait, il fallait le faire. Non, c'est pour les stories ça. Et c'était pas en direct, ça pouvait être on n'est pas du bon âge, Nina. Faut que tu corriges un peu ce qu'on dit. Ouais, alors effectivement, j'ai éprouvé le besoin d'acheter un petit dictaphone d'abord. Bon, c'était il y a très longtemps. Et puis, j'ai enregistré, j'adorais enregistrer. Et j'adorais écouter après, une semaine après. Et m'apercevoir que ce que j'entendais n'avait rien à voir avec ce que j'avais entendu une semaine avant. Et même que le fait d'enregistrer, si j'écoutais, je n'avais pas perçu tous ces sons. Donc là, il y a un échantillonnage... ce qui sera le cas de ce qu'on vient de faire. Oui, un échantillonnage de capturer du son, de capturer des images, ensuite de les trafiquer avec les nouveaux jouets qu'on nous a donnés. Ouais. On s'amuse, quoi. C'est un peu comme un jeu aussi, alors. Ouais. Après, c'est vrai que
j'ai pas beaucoup de capacité à avoir de l'intimité consciemment. J'ai une grande intimité avec moi-même et je ne sais absolument pas ce que je fais quand je fabrique des choses, que ce soit en peinture ou que ce soit... Si, c'est l'élément vraiment où je sais que j'ai une grande intimité, c'est quand je lis de la poésie. Là, à ce moment-là, voilà. Avec les technologies, avec tous ces... J'aime que quand je rencontre quelqu'un, que je puisse capturer cette rencontre et l'entretien. J'ai bien compris que selon que c'est moi qui te parle ou que c'est quelqu'un d'autre qui te parle, tu ne vas pas être la même. Oui. Et c'est ça que j'ai réalisé, c'est qu'à chaque fois, j'adorais permettre à quelqu'un d'essayer d'aller au fond de lui-même et de ne pas être agressé quand ce que tu es en train de faire d'ailleurs. Et j'ai fait beaucoup de portraits, j'ai fait aussi plein de montages. De ne pas être agressé, c'est-à-dire parce que c'est très traumatisant pour la plupart des gens d'être filmé, de devoir s'exprimer devant une caméra ou d'être enregistré. Capté, mais sans une espèce de douceur, de donner un contexte. Après, systématiquement, j'ai été confrontée au fait que la plupart des gens, à part les comédiens, ne pouvaient pas accepter, ne pouvaient pas recevoir leurs paroles. Parce que justement, on est très conditionné par l'idée qu'on voudrait donner. Et on n'a pas de gentillesse avec... Enfin, il y a une détestation de soi qui est souvent assez occidentale, très, très puissante, quoi. Et quand on se voit, on s'entend. Et c'est vrai que c'est le boulot des comédiens, etc. Donc du coup, je suis allée plus vers les effets spéciaux, la vidéo. Je me suis... Vers les comédiens, non. Alors les comédiens, je vais peut-être le faire, mais plus sur la réalisation. Je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'aurais envie de raconter. J'ai l'impression que quand je marche, et je l'ai souvent entendu ça d'autres, c'est que quand tu te promènes, tu as l'impression que tu fais un film, qu'il y a un film qui se déroule. On en revient à cette histoire que tu dis tout à l'heure. Ouais. Quelle histoire le Ronald, le fait que en permanence, tout ce qui survient, c'est passionnant, quoi. Mais c'est pas une question de regard. Comment on regarde les choses, si on regarde les choses en tant que de l'intérieur ou de l'extérieur. Et dès qu'on commence à capturer par ou comme Nina, comme elle regarde son grand-père conduire, ou quand on se enregistre, ou quand on se regarde l'observateur, c'est le observer view, quand on se met d'un peu plus haut de soi-même et qu'on commence à regarder, là ça devient une espèce de film et ça devient une autre réalité. Ah oui. Vous suivez ce que je veux dire? Oui, c'est le nouveau réalisme, c'est qu'il y a un regard extérieur. C'est le principe. C'était dans le théorème, c'est ce poète on retourne sur Pasolini. Oui. C'est qu'il y a un regard extérieur et on peut lui prêter toutes les pensées. Son regard posé sur nous fait que d'un seul coup... Ah, c'est ça, le personnage. C'est une métaphore de ce regard extérieur. Oui. Tu l'as vu, toi? Oui, mais je l'avais pas. Il y a ce jeune mec qui lit la poésie, je ne sais plus le nom de l'acteur, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et donc il arrive dans une famille, et il ne fait rien, il ne dit rien. Et toute la famille, d'un seul coup, se remet en cause. Et d'un seul coup... Parce qu'il lit de la poésie? Parce qu'il y a un élément extérieur à la famille. Il est un peu... Et tout le monde projette ce que lui, lui pourrait penser de nous-mêmes, en fait. C'est pas qu'il est bon ou mauvais. Non. L'épouse, l'homme d'entreprise, la dame qui s'occupe de la maison, il y en a une. Enfin, chacun a une façon de l'aborder. D'un seul coup, tout le vernis, tous les mailles craquent et ils se révèlent à eux-mêmes, ils se questionnent sur leur existence. Et, parce qu'il y a cet ange qui est une conscience de chacun d'entre nous, en fait. La conscience dans le réel, c'est antagoniste. Être conscient et parce qu'il y a le côté matérialiste de la matière. Est-ce que la projection, le cinéma, on projette, mais juste calme, voilà. Oui. On projette, c'est nos projections, savoir qu'est-ce qui est le vrai et qu'est-ce que c'est mes projections, Ok, d'où le point de vue, il y a autant de réel que de point de vue. Oui. Et que de...
le point de vue de l'anthropologue. Un jour, je lui ai dit à l'anthropologue, mais t'es qui pour les gens que tu observes? L'anthropologue, c'est Celui qui observe des comportements de civilisation. Ouais. C'est quelqu'un en ailleurs. particulier à qui tu posais une question? Oui, c'était quelqu'un que je connaissais, Ah, mais il y a d'accord. longtemps. Ouais. Mais t'es qui pour ces Ouais. gens-là? Ouais. Qui es-tu? Toi qui observes les comportements, etc. Mm. Mais bon, on est parti hein, là. Ah, Moi, non, je mais pars, on peut diverger plus. Hein. Moi, je peux vous dire aussi que Oui. dans la mécanique quantique, il y a aussi cet effet que quand on observe, on transforme les choses. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de mécanique quantique, mais tant qu'à faire diverger, je peux le faire quand même 2 secondes. Mais si tu essaies d'observer une propriété des choses, comme la vitesse, ou alors on rentre dans la physique, hein, mais la vitesse d'une particule ou sa position, en fait, tu n'arrives pas à l'observer. Et mathématiquement, quand on essaie de comprendre comment fonctionne la mécanique quantique, et ça on le sait, c'est que le fait d'observer, c'est pas juste passif, en fait, c'est un opérateur mathématique. On se rend compte que l'observation, c'est un opérateur qui agit sur une réalité qui est invisible, mais qui est quand même déterministe, qui est ce qu'on appelle une fonction d'onde. Et quand cet opérateur mathématique s'applique à cette fonction, ça donne un résultat. Et c'est ce résultat qui est l'observable. Donc il y a l'observateur qui est un opérateur. Et donc mathématiquement, ça me faisait penser à moi, quand je pense en tant que physique, parce que je connais un peu de physique, quand on essaie d'observer la réalité au plus proche, au plus près, le plus précis possible, on se rend compte que c'est un peu gênant parce que la réalité, ce sont des opérateurs mathématiques. Donc on se rend compte que ce qu'on observe, c'est pas la réalité qu'on voulait déjà. Et c'est mais là, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de trouver un opérateur mathématique. Donc où est le réel en fait, hein. Si c'est un opérateur, est-ce que c'est peut-être ça en fait, hein. Mais la mathématique, c'est que ça reste un moyen de comprendre des phénomènes, mais c'est pas le réel. Donc je sais pas comment dire. On essaie d'observer le réel, de trouver des choses, et en fait on trouve le meilleur moyen mathématique de décrire un réel, ce qui n'est pas la même chose. On ne va pas dire que le réel c'est des mathématiques. Et donc la capacité de voir, oui, comme tu dis, je rebondis sur ce que tu disais, c'est que le fait d'observer par rapport à l'anthropologue, Oui. En fait on transforme, on a Oui. une opération, on transforme un réel. Mais Oui. je pense que c'est partout, hein. Si tu arrives avec une caméra ou un appareil photo, tu auras du mal à capter tu auras quelque part un filtre, voilà, tu auras transformé un peu le réel et tu auras fait un autre. Mais en ce moment, il y a un retour vers la spiritualité ou un appel vers des approches sur l'invisible, sur les énergies. Il y a des personnes qui méditent, ceux qui ont fait des burn-out, je ne sais quoi, qui craquent littéralement, enfin, qui d'un seul coup ont besoin de se relier à leur corps. Ils étudient des mécaniques quantiques. Bon, c'est lié à la durée de vie de quelqu'un. Je pense que ça survient quand on commence à sentir que son corps, il lâche un peu, quoi. Et d'un seul coup, le rapport qu'on peut avoir aux choses dépend du corps. La danse, c'est un moyen d'échanger. Les arts, enfin, le fait de danser le matin, j'ai plus du tout la même journée. Le fait d'avoir un... Ah oui, d'avoir activé son corps. Ouais. Oui, ça transforme complètement. Les pensées, comment je vois les gens, comment ça m'arrive à moi. Tant que j'avais ma constitution hormonale, j'avais une logique, et là je suis en train de découvrir un autre fonctionnement. Bref, ça devient une obligation, hein, je veux dire. Ça c'est une césure en fait, une césure physiologique où d'un coup, je ne suis plus la même personne, quoi. Je ne sais pas si je suis encore une femme parce que j'ai plus d'hormones, mais je pense que oui, quand même. Il y a toujours des hormones, non? Oui, sans doute, oui. C'est pas les mêmes?
Ouais, j'avais le même sentiment. Enfin, j'ai eu des problèmes. J'ai toujours pas mes règles. Ça va faire 3 ans, je crois. Et il y a eu un grand moment où enfin, c'est hyper étrange en fait, parce que ça s'est juste arrêté d'un jour à l'autre. Et, enfin, c'était à cause de problèmes de, de nutrition. Donc c'est assez... Ouais, c'est comme si tu deviens différent aussi. Mais ouais, il y a une incompréhension de comment se placer, enfin comment agir. Ouais, Une incompréhension, juste pour bien comprendre. Enfin non, juste je rebondissais Ouais. sur ce qu'elle disait. Ouais. Entre ce qu'on a entre le corps, comment le corps se sent et Oui, la perception. je crois que du je monde. me sentais plus femme. Enfin, il y avait plus Ah oui, ok, ce c'est ça que tu veux dire. Oui. Ah oui, sur le placement, tu veux dire le Ouais. positionnement. Ouais. Bah, l'identité, ouais. Oui. Et c'est encore en train de rechanger. Enfin, c'est super bizarre. Il y a des réactions où le corps il dit quelque chose, tu sais pas quoi d'ailleurs. C'est pas toi qui décides. Enfin c'est peut-être que oui, mais ouais, c'est ça que parfois j'ai l'impression de faire connaissance avec quelqu'un quand je me considère. Bonjour. C'est trop bien. Et ça, moi aussi, quand je connais quelqu'un depuis longtemps, et de réussir à voir cette personne autrement que comment je sais, mais de voir vraiment, de voir sans savoir, C'est pour ça qu'on voyage. Ah oui. On prend un billet d'avion là, au Ouais. vélo. Et quand je reviens, même si ça n'a pas été très confortable pendant des années, je réalise que à Paris, c'est pas comme à New York. Ouais. Le fait de se déplacer, Oui. on revient à la même réalité, on revient toujours au réel, mais il n'est pas le même, on le voit différemment. Oui. On parle du corps ou du voyage. Ouais, c'est difficile de se dire, enfin de apprendre à se connaître tous les jours. Enfin de pas, ouais, il y a des choses que je fais, je sais qui m'énervent parce que j'ai l'impression de les faire par habitude et peut-être que en fait j'avais pas envie de le faire aujourd'hui. Tu vois? Est-ce que tu vois ou pas? Les injonctions. Non, c'est plutôt bon. Oui, peut-être qu'aujourd'hui j'avais pas envie de. Bon, c'est aussi par rapport à ce que je mangeais. Enfin, tous les matins, il fallait que je mange ça. Et si je le mangeais pas, c'était bizarre. Tu vois? Donc, en fait, il y a des fois où je le mangeais pas et après, je me sentais libre d'une chose. Enfin, je mangeais quelque chose qui me faisait vraiment envie à la place. Donc, c'était bizarre. Mais c'était comme si là, vraiment, j'étais connectée avec moi sur le moment présent. Mais je trouve que c'est super dur à faire.
chaque jour être OK, qu'est-ce que je veux, Ouais. enfin, Se qu'est-ce qui va reposer me- la question et pas Ouais. être dans des habitudes. Ouais. Ça, c'est un truc difficile. Mais je sais qu'il y a ça qui se déclenche automatiquement quand je suis en voyage. Ouais. Ah, le voyage. Automatiquement. Ok. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? OK, il y a un lac là-bas. J'y vais. Mais c'est plus simple de C'est savoir, hyper simple. de savoir qu'est-ce qu'on veut, en fait, qui on Mais est. ici, je fais pas trop. OK, aujourd'hui, je veux aller Mm. découvrir. Il y a quoi autour d'ici? Enfin, Mm. être en mode observateur. Mm. Mm. Pourtant, il y avait plein de choses intéressantes partout. Ah oui, donc ouais. C'est vrai que alors, j'ai la situation inverse de la plupart des gens, c'est que moi, c'est moi qui institue mon cadre en toutes circonstances. Oui. Le rythme, l'écoute des rythmes, tout ça, enfin des cycles, tout ça. Et j'admire quand quelqu'un il est constant. Ah oui. Ouais, en fait, on apprend des autres. Je veux dire, t'as une nature et puis il y a d'autres natures dans Narcisse et Goldmund. C'est celui qui aime bien rester dans son monastère et puis l'autre qui va voyager dans le monde. Mm. Et j'ai l'impression que c'est ça en permanence, ce jeu d'équilibre, comment mettre de la fantaisie quand tu as un cadre très contraignant, comment le reconsidérer, comment appréhender les choses sans avoir l'impression de les avoir déjà vues. La méditation, c'est une forme de spiritualité. Et c'est une attitude spirituelle, je dirais, de regarder les choses qui nous dépassent, en fait, de sortir d'un certain cadre du confort, ou alors de... Après, moi, en pratiquant le tai chi, justement, c'est dans la répétition que tu prends énormément de liberté. Ouais. Dans le sens où c'est toujours les mêmes choses qu'on travaille et ça devient très nuancé, très subtil. Donc, y a la déconstruction, pour moi, parfois, C'est pour ça que tu parlais de méditation. Ouais, des pratiques où... dans le tai chi, c'est vraiment dans le mouvement, pour le coup. Ouais. Moi, ça me convient mieux. La méditation, j'ai plus de mal à faire la le marche, vide. La marche, c'est exactement ça. Ouais. T'as raison. Ouais. C'est exactement la même chose. Et pourquoi tu parlais de méditation? Moi, j'essaie de vous suivre. Pardon. Mais c'est super intéressant. J'essaie juste de raccrocher les mots que tu as dit sur la... Tu as parlé de Narcisse et Goldmund. Ah oui, tu admirais ouais. certaines choses, la constance chez les autres. Ouais. Un rythme, un cadre. Et cette complémentarité qui est essentielle dans les interactions, je pense, avec les gens. Ouais. Je reformule un peu mal peut-être ce que tu dis, mais... Ouais. Merci, Et dans la méditation, il y a ça aussi Alors, la méditation... Se réconcilier peut-être avec différentes J'en parties. parle parce que autour de moi, il y a des personnes qui ont trouvé un moyen de se reconnecter à eux-mêmes face à un contexte. Et j'en parle parce que c'est un attrait actuellement auprès de plein de gens. Ouais. Et qu'il y a un vrai besoin de quelque chose de cet ordre-là. Je pense. Moi, j'ai eu la chance de grandir jusqu'à mes 20 ans sans téléphone. Bah oui. Toi, tu as grandi avec un téléphone? Oui. À partir de, hyper connecté, quoi, en fait. Non, c'est pas la génération Nina, à 25 ans, quand même. Ah oui. Et l'ennui, tu vois, par exemple, la méditation, pour moi, c'est l'équivalent de l'ennui dans l'enfance. Ouais. C'est la même fonction. Le fait de la vacance, du vide, de rien faire, de faire le vide.
et de ne pas être tout le temps dans une activité où, enfin, voilà. C'est fou, c'est hyper dur. C'est De vraiment méditer. dur De rien faire. de rien faire, oui. Enfin, en étant apaisé, en fait. Sans être... oui, juste Bombardé de pensées. bombardé de pensées négatives et tout. Enfin, mais je sais que il y a eu un moment aussi où je méditais au Japon. Mais c'était un moment très solitaire aussi. Et j'avais pas, oui, forcément de problème avec rien faire. Mais ici, c'est beaucoup plus dur. Ici? À Paris. Ah. Et avant, c'était où? Au Japon. Ah bon? Ouais. Ok. Au Japon? Ouais. J'ai fait 6 mois là-bas en échange dans une école d'art. Ouais. Bon, il y a une sorte de Villa Médicis au Japon où on peut présenter oui, aussi. une résidence. Là. Ouais. Parce que c'est une culture qui... Il paraît... Enfin, je ne sais pas ce que tu peux nous raconter de ton expérience. Mais moi, j'ai appris que là-bas, quand tu as un appartement à vendre, tu es obligé de dire s'il y a un fantôme ou pas. Parce qu'il est moins cher. S'il est hanté. Waouh. C'est bizarre. Ouais. Ouais. Et pour les maisons, je me baladais, on était justement là-bas. Moi je trouvais que les maisons allaient en plastique, donc je tapais un peu sur les murs comme ça en passant proche des maisons. Ça c'est bon, à quotidien. Et on s'est rendu compte que c'était des maisons vraiment très préfabriquées. Et j'ai demandé à quelqu'un qui habitait là-bas, il nous a dit qu'en fait tu ne peux pas vendre une maison, enfin une maisonnette individuelle. Les gens la détruisent parce que tu y as vécu, il y a trop de... Je sais pas, trop d'intimité, de vie privée, tout comme ils ne font pas rentrer chez eux. Ouais. Ok. Donc ils les reconstruisent, ils construisent en simple, quoi, léger, préfabriqué. Ouais. Ça c'est un monde. Mais la vision que j'ai du Japon, elle est liée au cinéma. J'ai vu plein de films d'Ozu et puis de quelques autres réalisateurs. T'es déjà allée? Non, j'aimerais bien. Ouais, t'aimerais bien aller. Ouais. Non, c'est des grandes forêts, une longue Ouais. forêt avec des chemins de pèlerinage. Enfin bon, c'est très beau. Ah oui? Ouais. Wow. Tout un peu magique là-bas. Les cimetières, ils ont l'air magiques. Bon, à propos de magie, allez, c'était une de mes interrogations, je vous coupe. C'est quelque chose, c'est un mot qui vous dit quelque chose, la magie, est-ce que la magie, elle peut être dans le réel déjà, ou dans l'acte, la création? La création, il y a quelque chose qui nous dépasse, ou... Magique, ça veut dire plein de choses, hein. Oui, oui, j'ai des choses à dire. Je vais boire un verre d'eau Ouais, vas-y, parce vas-y. que mais oui, la magie déjà. Je pense qu'on est magiciens. Hein. On est un peu des magiciens. On fait déclencher des sentiments quand même. C'est pas rien. Il y a des magiciens, oui. Et la source de la magie, c'est quoi? Ah. Non. Moi, je pose cette question, je vous laisse réfléchir, hein. Mais c'est vrai que Nina, elle a fait à un moment des énormes photos en argentique de 1 mètre ou même plus. 2 mètres. 1 mètre, 2 mètres. Où il y avait quelque chose d'un peu on va dire magique. Elle photographiait des objets inanimés qui devenaient un peu animés, qui avaient un peu une âme. Je le disais peut-être autrement, mais c'était un peu, il y avait un peu ça. Il y a quelque part une recherche de qu'est-ce qui est derrière le matériel.
Et elle donnait naissance à des petits pantins ou des marionnettes. Oui, c'était des portraits de poupées ou de pantins. Il y avait, je pense, quelque chose là. C'est pour ça que je te pose la question, et c'est pour ça que c'est intéressant cette question. Toi, je sais moins. Oui, là, à ce moment-là, je me sentais extrêmement une magicienne. Ouais. Parce que je ressentais des choses folles quand je voyais ce que je venais de créer. Un peu moins maintenant, mais c'est juste différent. Mais je sentais vraiment de la puissance. Et la puissance qui était, je me souviens, tu parlais de l'acte de développer, qui était ces énormes rouleaux. Bon oui, après il y a la magie du procédé aussi. Tu sais pas ce que tu as fait, et ça apparaît avec des tâches, des erreurs. Ça marche, ça marche pas. Ne regarde pas ne regarde pas dans l'ornière du résultat. Oui. Ça veut dire quoi ? C'est une phrase de René Char, je crois, et je l'ai lue récemment. Et en fait, je me suis posé la même question que toi. C'est comme les proverbes, souvent j'ai du mal à les comprendre, tu vois, tout ça. Et j'ai vu plein d'explications possibles. Voilà, donc sur justement le résultat, où ça marche pas, la magie, pensée magique. Et donc, c'est le chemin qui compte, etc. Et c'est pas le résultat, machin. Et ouais. Jung, justement, il a fait un truc quand il était enfant. Il avait fait un rêve qu'il Jung, aimait. Carl Jung. Il avait fait un rêve un rêve un peu emmerdant parce qu'il a un père qui enseignait la religion, enfin qui était pas prêtre mais autre chose selon les religions. Je mélange tout. Et il avait fait un rêve d'un phallus géant et puis il ne savait pas quoi faire de ce rêve. Il est bien embêté, mais c'est ma vie de Jung, c'est vraiment assez. Il est croustillant ce monsieur. Et alors, il a fait un truc, c'est qu'il l'a mis il a fabriqué une petite boîte, un petit cercueil pour une espèce pour son rêve, une forme érigée, et il l'a caché dans un grenier. D'accord. Et il a agi et il l'a oublié. Et il l'a oublié surtout. Voilà. Donc la magie, elle. Je pense à ça quand on parle de magie. C'est-à-dire que la magie, quand tu dis que c'est la vie, oui, effectivement. Mais la pensée magique, c'est un peu dangereux, je pense. Mais par contre, on peut agir avec des objets. Et on peut agir sur le réel avec les objets, je crois. On peut, dans le sens où, je sais pas. Bon, on peut donner via une chaise les animistes, j'en sais rien, ou selon la transmission. Mais est-ce que la matière, elle a de la vie en elle ? Est-ce que c'est moi qui projette après la procréation, c'est quand même, il y a quand même un résultat. Il y a aussi les océans et toute la diversité des choses. Donc moi, ça me dépasse complètement. La seule chose qui agisse de façon magique en moi, c'est quand je crois en quelque chose fort. Mais quand je crois en moi, par exemple. Croire en moi, ça a été une salle de musculation avec des haltères de 1000 kilos. Je suis un soleil. Je m'envoie des fleurs tous les jours. Je me félicite, je me réjouis. Et ça, c'est une forme de magie sur ma chimie, sur mon... Il y a quand même... Puis le fait de dire des choses, de proférer, quand on dit les choses, quand il y a la voix qui dit quelque chose... Coucou ma chérie, comment tu vas? Ouh, Moïse,
je suis contente. J'adore. Donc, je vais être gentille avec moi. Ouais. Bon, alors là, il y a de la magie. Et je sais, là, pour le coup, est-ce que c'est de l'électricité? Est-ce que c'est de la chimie? Est-ce que c'est mes ancêtres? Est-ce que c'est le tellurique, Ouais. le cosmique? Bon, bref. Après, moi, c'est très séparé, toutes mes explorations. Je suis un peu séparée dans mon travail, dans mes œuvres. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, j'ai l'impression que je dois éclore dans mon travail. Mais pour l'instant, je travaille. Voilà. J'ai présenté pas mal de fois les Beaux-Arts, j'ai toujours été refusée. Je les aurai à 70 ans, les Beaux-Arts. Parce qu'il y a cette acceptation, cette tranquillité, les choses qui arrivent, plutôt que de vouloir contrôler quelque chose. Donc de pouvoir accueillir ce qui est et de les voir, en fait. Et, la synchronicité, ça fait partie des trucs un peu du même ordre, je pense. Bah oui, je pense aussi, hein, mais... Et il y a l'égrégore, le mot égrégore. Et quand il y a, alors moi j'ai un peu peut-être une image un peu, comment dire, un peu idée. J'imagine l'artiste avec son pinceau qui peint, tu vois. Moi je peins pas, mais là ce qui sort, le côté créatif qui sort, il n'y a pas un côté magique, ça sort tout seul. Parfois, hein. Alors pas dans le résultat, mais je parle dans le process là. Du coup, l'inspiration, il y a un état, les choses qui arrivent. On est dans un état, être dans un certain état en fait. Ouais. C'est ce que disait quelqu'un qui m'enseignait des choses. Et, je pense que je suis traversée, je suis un intermédiaire. Et quand je suis dans cet état-là, c'est plus moi qui fais. D'ailleurs, ce qui était très agréable, c'est de ne pas m'arrêter pendant longtemps, de faire 12 heures, 18 heures d'affilée. Wow. Et de me... Ouais. Ah, tu vois, 18 heures d'affilée, bam. Ouais. C'est ça que je me suis ruiné la santé. C'est ça qui est intéressant. Je me suis ruiné la santé. Avec ces bruits? Non, avec Non, le 18 fait heures. Avec les 18 ouais, heures, oui. les montages. Ah, je faisais 2 nuits blanches d'affilée. Ah non, je trouvais ça beau. Moi, je disais, waouh, c'est le flow, Oui. c'est l'énergie infinie. Oui, 18 heures d'affilée. Mais oui, c'est tout. Oui, t'as raison. Mais après, tu t'es ruiné la santé, mais pas pour... Non, mais c'est hyper agréable de ne pas s'arrêter. Ben oui. C'est une transe. Tu es en contact avec quelque chose, tu veux que ça... Tu veux en profiter. L'atelier, je ne sais pas si tu as un atelier ou pas encore. Oui. Ouais. Mais... oui, bah... Je pense que moi aussi, je me suis ruinée. Ah oui. Qu'est-ce que raconte un peu, ouais. Bah, je dis oui, je me souviens que c'était ton labo photo. Bah, c'était ça, mais c'est ça qui m'a rendue folle en fait. Enfin, ça m'a rendue folle. Et c'est dur parce que, bon, là le diplôme c'est fini et tout, donc il n'y a plus le même but, mais c'est toujours la même histoire. C'est addictif en fait, enfin, de vouloir toujours aller... Bah, en fait, je pensais que le seul endroit où je pouvais créer, c'était cet endroit-là. Donc c'était tous les jours, il fallait que je sois là-bas dès, tu vois, même, enfin, le plus tôt possible. Et après, il y avait des créneaux. Ouais, il y a des créneaux. Mais justement, enfin, ce que je disais, être en lien avec qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, il y avait un lien qui s'était complètement coupé parce que bah, j'avais pas forcément envie d'aller là-bas pour créer, enfin, pour... Donc c'était juste une très très grande constance pour le coup, une très grande assiduité. Mais donc beaucoup de création, c'est sûr, mais une déconnexion. Mais une grande déconnexion de toutes mes envies, en fait. Ouais. Et du coup, quand venait le week-end, c'est une forme
j'étais même les vacances, je savais plus faire les vacances, c'est quoi? Je Ouais. sais plus. Je comprends. Ouais, comme une addiction. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui est addictif? Mais c'est comme si... Comme s'il fallait absolument creuser ce qu'il y a à Mmh. approfondir. Et si t'es pas dans cette condition-là, il n'y a rien qui va sortir. Donc c'est comme si c'était du temps perdu. Mmh. Alors que non. Mais Et cette magie qui sortait, des fois, elle sortait même pas en sortait plus. pas, ouais. Mais c'était le résultat, enfin, on se revient, je disais pas mes questions si je vous coupe, mais c'était le résultat ou le mécanisme, enfin l'état l'état émotionnel dans lequel tu étais qui t'intéressait. Hmm, Tu vois ce que je veux dire, le résultat, la magie qui sort, le truc waouh, ouais. ou l'état de constance, les heures passées, Mhm. le travail. Est-ce que tu écris quand tu... Non, pas assez. Mais j'aime écrire. Mais Je pose cette question simplement parce que quand on veut continuer à rester pas largué à cause de devoir d'arrêter un processus en cours, l'écriture joue un peu rôle de passerelle physiologique, géographique. C'est-à-dire que tu peux te mettre à une tasse de café, tu peux continuer. Donc c'est un peu une trousse de secours, l'écriture, pour réatterrir, pour revenir dans le réel, quoi. mais même la lecture, je sais que je lis pas assez, alors que c'est aussi une manière Ouais. d'être extrêmement stimulé et créatif. Enfin, avoir rester actif. C'est l'atelier. Moi, j'ai loué des ateliers que je n'arrivais pas à investir parce que je ne supportais pas d'être toute seule dans un atelier. Vraiment, mais même étudiante, j'étais dans une phobie permanente de pas mal de choses, on va dire. Et j'arrivais pas à m'habiter moi-même, quoi. J'étais à l'extérieur de moi-même. Et justement, c'est la situation inverse que tu décris, c'est en miroir de ce que tu décris, c'est-à-dire que tu étais vraiment dans un process intérieur. Et moi, j'avais carrément des valises et je me mettais... je prenais le métro, je prenais un train, je prenais ma bagnole et je me mettais au milieu de danseurs, de comédiens et j'avais une table et là, d'un seul coup, j'existais. C'est-à-dire que je pouvais, d'un seul coup, parce qu'il y avait la vie autour, les auteurs, la poésie, etc., je pouvais à ce moment-là être dans un mode de concentration intense. Et du coup, j'ai été sur un projet qui a duré 3 ans de travail avec... j'ai pas fait la reprise, c'était la préparation d'un spectacle de 8 heures. Je peignais en live. Il y avait un musicien et 5 comédiennes. Et en fait, là, j'avais l'impression que dans mon atelier, on avait mis un public, on avait mis des musiciens, des comédiennes, et que c'était pour que je puisse travailler. Et c'est sur scène. Ouais. Et j'étais sur le côté de la scène. Mais au début, je le faisais plutôt dans les salles de répète, cours de danse, tout ça. Enfin, j'étais incapable de générer. J'avais besoin d'une tutelle, j'avais besoin de m'appuyer, j'avais besoin de... J'étais comme un radeau qui suivait les énergies. Et donc je l'ai fait sur plein de projets différents, mais c'était les Shakespeare, les Marlowe, l'Homme Jasmin d'une occasion, c'était plein d'auteurs différents. Et la danse buto, je l'ai fait aussi. Et c'était un moyen... Et c'est le metteur en scène ou c'est le théâtre qui te Alors au cherchait? départ, c'est moi qui demandais si je pouvais me mettre dans un coin. Ah oui, ok. Et après, on m'a demandé, Et pendant longtemps, j'étais en errance, nomade. Et ce qui m'a permis d'intégrer l'atelier, c'est que j'ai eu 13-14 ans, j'ai vécu avec un autre artiste. Et là, les choses ont changé. C'est-à-dire que j'ai eu un cadre de vie, quelqu'un qui faisait les repas tous les matins, midi et soir, le sommeil, une discussion, des échanges nourris. D'un seul coup, il y avait un alter ego avec qui on a fait des œuvres à 4 mains.
Et là, j'avoue que j'ai pu petit à petit apprivoiser l'espace de l'atelier. Voilà. Et aujourd'hui, justement, c'est devenu un sanctuaire, ce lieu, quoi. Ouais. C'est un lieu de rituel, en fait. J'institue des rituels parce que Mais sinon... à l'époque où tu disais ça, tu venais plus du tout ici, dans Euh, cet atelier. j'ai commencé Un peu. en 2008 et j'ai fait le projet. Ce travail-là, la créa, c'était en 2016. Et il y a eu de 2008, je me suis intégrée comme ça à droite à gauche. Voilà. Et bon, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai pas encore été honnête, et que je suis pas allée au fond des choses et que je suis encore en train de partir dans tous les sens. C'est très étrange. Mais bon, c'est paradoxal parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose. Il y a des moments où, quand il y a une exposition, je m'aperçois, je sais pas si tu as, dans le cadre d'une exposition, comment tu appréhendes ton œuvre. Ça n'a rien à voir avec à l'atelier, je pense. Oui, c'est très différent mis en espace. Ouais. Ou même si, enfin, si ça communique avec d'autres personnes aussi. Ou pas. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. D'ailleurs, quand les gens te parlent de ce que tu fais, ils parlent d'eux-mêmes, en général. Ils se révèlent à eux-mêmes. Ou alors, ils sont enseignants, artistes, et ils te disent des choses sur toi. Enfin, c'est deux il y a du miroir, il y a du... Les gens qui s'intéressent à l'art, dans les musées, et ceux qui collectionnent des œuvres chez eux, c'est pas la même histoire. C'est, parce que c'est les bourgeois qui collectionnent. Ben ouais, voilà. C'est, mais en même temps, je pense que Après, il y a aussi des gens qui peuvent voir sans acheter. Oui. Voilà, il y a le public, Oui, il y a des le gens public. qui sont intéressés. Oui. Là, c'est un effet plutôt révélateur, je disais. Oui. Ils interagissent. Ils parlent d'eux-mêmes. Quand je vais voir une exposition, une rétrospective, à chaque fois, ça me fait la même chose. Je vois dans les œuvres de jeunesse tout ce qui allait arriver rétrospectivement. Ouais. Et je pense à... Quand ça m'est parvenu, les premières rétrospectives que j'ai dû voir, j'ai un peu oublié d'ailleurs. J'essaie de trouver un exemple. J'en ai vu des rétrospectives, mais aussi quand même, justement ceux qui sont complètement en rupture avec ce par quoi ils ont commencé, parce que c'était ce qu'on faisait à l'époque, la peinture, et puis d'un seul coup ils sont basculés vers... on peut penser à Mondrian, ou des artistes plus anciens, quoi, enfin des gens comme ça. Il faisait des très beaux visages. Bon, quand on voit Marcel Duchamp, ce qu'il peignait, il a fait des portraits avec sa sœur, il était amoureux de sa sœur, il jouait aux échecs, et il avait offert pour le mariage de sa sœur le mari et la femme, et puis un petit globe entre les deux avec un petit enfant dedans. Ou lui, peut-être. Et c'était écrit derrière « À ma chère sœur, C.H. Ayer ». Non, dans les rétrospectives, j'ai plus l'exemple qui me revient où ça m'avait vraiment frappé, Mais même dans Mondrian ou Duchamp, tu vois tu arrives à voir ce qu'ils ont... Bah là, c'est plus difficile, justement, c'est en rupture. Après, il y a de l'histoire, le contexte. Mais on peut voir, par exemple, Kokoschka. Alors lui, ça m'a frappé, mais je pense à Spilaert, je pense à des... Moi, je suis plus trop au fait de ce qui se passe aujourd'hui. Je vois bien un petit peu qu'on met Sophie Calle en avant, qu'on met Françoise Petrovitch, par exemple, c'est une artiste émergente dont l'œuvre est vraiment magnifique. J'ai un catalogue ici. Tu connais, toi? Oui. Les dessins rouges, non? Ouais. Une grande série. Ouais. Ça, j'avais vu.
Ouais, au niveau des expos, il y a un artiste, Rauschenberg, alors je ne connais pas bien son œuvre, mais à chaque fois j'ai des chocs monstrueux quand je vois son travail parce que c'est un plasticien qui utilise la sérigraphie, il amène Collage. le Oui. collage, l'insolation, il amène pas mal d'images en fait. Enfin, en fait, ce qui est bien dans une rétrospective, c'est qu'on voit l'ensemble, quoi. Ça permet de survoler tout le chemin parcouru, quoi, en fait. Je sais pas, moi, les dernières expos que j'ai vues, je sais jamais, j'oublie toujours quand on me demande. Je sais plus ce que j'ai vu. Voilà. J'ai oublié le nom de cette artiste. Bon, là, le cale. Je trouve pas. J'ai un blanc. Petits oiseaux. Perruche. Les envahisseuses. Est-ce que ça va, la discussion, que ça vous a plu, hein? Oui. C'est parti dans tous les sens. Parti dans tous les sens. Mais, c'est un peu ce que j'imaginais. Mais... Et ça va, ça vous a inspiré des choses? Ça vous avez... J'aime bien écouter quand tu parles. Ouais. Ah oui? C'est super, hein, parce que tu as une sacrée présence dans ton propos. Et moi, ça m'a... Je devrais plus fréquenter les jeunes gens. En fait, c'est assez émouvant de voir ton énergie, ce que tu nous fais partager. Pour moi, ça me recadre un petit peu parce que par moments, je me dis que je radote, tu vois. Non, mais voilà, et là, je vois, quand tu décris les choses, c'est présent, c'est clair, c'est là. Waouh! Bah ouais. Mais tu te rends pas compte. Non. Tu te rends pas compte Non, c'est à vrai, quel là. point ça fait du bien, quoi. Je trouve que ta présence et l'endroit où tu vis aussi, c'est vraiment très inspirant. Enfin, ça me donne envie de tout poursuivre. Enfin, tout vaut la peine. Oui, tout vaut la peine. Oui. Bon. Merci beaucoup. Oh, regardez, les deux avions, ils se croisent. Bah voilà, tu vois, ça fait un X. C'est ici maintenant. Et maintenant, ça fait un Y. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, c'était merci, un très beau moment. Oui, merci. J'espère que ça a été capté correctement. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre. Comme on dit, Oui. J'espère ce qu'on aura sera une autre réalité. Moi, j'ai un peu touché le fil. Oui, mais c'est comme les oiseaux. Ouais. Merci beaucoup, c'était une très belle chose, un très bel échange de vous voir toutes les deux, parce que toi, on s'était vu, on était en première ensemble dans les années 85. 85. C'est fou. Voilà. On s'est recroisés une fois par hasard dans le 6e. Ça, c'est une autre synchronicité où tu m'écris sur le podcast, au moment où je me dis, tiens, le réel. Voilà. Oui, j'ai écouté tous les podcasts parce que je les ai tous écoutés parce que je trouve qu'ils sont... J'aime bien comment tu poses les choses. C'est assez... D'ailleurs, on sent que vous avez quelque chose en commun quand même. Hein. Vous posez les choses. Hein. On pose les choses. Okay. Vous les posez. Et avec beaucoup d'harmonie et puis de tempérance, de calme. Il n'y a pas d'affolement, quoi. C'est assez plaisant, j'avoue. Ça donne du temps, quoi. Ouais. Voilà. Merci à nos auditeurs et ceux qui nous ont écoutés sur, je sais pas, 1 heure, peut-être 1h30. On sait pas, on verra. Waouh. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.